L'eau est noire, l'air est à 30 degrés au-dessous de zéro, et le seul son est le craquement d'un glacier de la taille d'un pâté de maison. Vous vous tenez au bord de l'environnement le plus hostile de la Terre. Un faux pas ici ne signifie pas seulement avoir froid. Cela signifie disparaître dans une crevasse de centaines de pieds de profondeur. Pourtant, chaque année, des milliers de personnes perdent une fortune pour venir ici. Pourquoi? Parce que sous la neige, il y a des volcans qui attendent d'exploser. Il y a des lacs isolés depuis des millions d'années. Il y a des anomalies magnétiques qui perturbent nos boussoles. Pour le dire légèrement, l'Antarctique est un piège. Il vous attire par sa beauté, mais il attend une erreur. Et les choses que nous avons trouvées ici, elles changent tout. La plupart des gens considèrent l'Antarctique comme un bloc solide de terre gelée. Mais la première étape de notre voyage prouve que cette idée est complètement fausse. Imaginez naviguer avec votre navire directement dans la bouche d'un volcan. C'est exactement ce que vous faites lorsque vous visitez l'île de la Déception, Deception Island, située dans les îles Shetland du Sud. Cet endroit ressemble à une île normale de l'extérieur, mais c'est une ruse. C'est pourquoi on l'appelle Déception. C'est en fait un volcan actif en forme de fer à cheval. L'île n'est que le bord de la caldeira. Le centre s'est effondré il y a longtemps et a été inondé par l'eau de mer, créant une baie appelée Port Foster. Pour entrer, les capitaines doivent naviguer dans une brèche terrifiante et étroite appelée les soufflets de Neptune, Neptune's Bellows. Elle n'est large que d'environ 750 pieds et juste au milieu, juste sous l'eau, se trouve un rocher déchiqueté appelé le rocher Ravn. Des navires ont été éventrés ici. Si le capitaine éternue, vous heurtez la paroi. Une fois à l'intérieur, l'eau est calme, mais l'histoire est violente. Voyez-vous, cet endroit était autrefois une usine de la mort. De 1906 à 1931, ce fut un centre de chasse à la baleine. Des hommes vivaient ici dans le froid glacial, dépeçant la graisse de milliers de baleines. L'odeur devait être horrible, un mélange de viande en décomposition et d'huile bouillante. Aujourd'hui, vous pouvez toujours voir les réservoirs de fer brouillés et les eaux blanchies de baleines éparpillées sur la plage volcanique noire. Cela ressemble à une scène d'un film post-apocalyptique. Mais voici le clou, le volcan se réveille toujours. Il a fait éruption violemment en 1967 et 1969, détruisant des bases scientifiques. Les stations britanniques et chiliennes ont été détruites. Vous pouvez réellement faire une randonnée jusqu'aux ruines et voir des bâtiments à moitié enterrés dans la cendre et la boue. C'est une ville fantôme, figée dans le temps. Les touristes adorent cet endroit pour une raison étrange. Parce que le sol est volcanique, il y a des évents géothermiques. Si vous allez à la plage de Whalers Bay, vous pouvez creuser un trou dans le sable et il se remplit d'eau chaude. De la vapeur s'élève autour de vous pendant que vous regardez un iceberg. Certaines âmes courageuses se déshabillent eux-mêmes et courent dans l'eau de l'océan, qui est généralement autour de 29 degrés Fahrenheit, juste pour pouvoir dire qu'elles ont nagé en Antarctique. C'est officiellement appelé le plongeon polaire. Polar Plunge. Cela ne coûte rien, mais le prix est le choc pour votre système. Arriver ici n'est pas donné. Le coût d'une croisière se situe entre 8 000 et 15 000 $ par personne pour un voyage standard. Vous atterrirez sur la plage dans un bateau Zodiac, portant de lourdes bottes en caoutchouc, car vous devez marcher dans le ressac. Le sable est noir, la vapeur s'élève et des centaines de manchots à jugulaire, plus de 100 000 couples sur l'île, se dandinent autour des ruines. C'est magnifique. Mais
étrange. Vous marchez sur une bombe à retardement qui pourrait exploser à nouveau à tout moment. La chaleur ici est trompeuse, mais le prochain endroit est le lieu le plus froid de la Terre. Si l'île de la Déception est une question de feu, cet endroit est une question de glace pure et absolue. Nous voyageons 800 miles à l'intérieur des terres, loin de la côte, jusqu'au pôle sud géographique. C'est le saint Graal de l'exploration. Il se situe à 90 degrés sud. Lorsque vous arrivez ici, la première chose qui vous frappe est l'air. Vous vous tenez physiquement sur un plateau de glace qui a près de 2 miles d'épaisseur. Cela signifie que l'altitude est de plus de 9000 pieds. L'air est rare. Vous haletez rien qu'en marchant de l'avion à la station. Et le froid? C'est un poids physique. La température moyenne en été est de moins 18 degrés Fahrenheit. En hiver, elle descend à moins 80. Le record de basse température est de moins 117. Il n'y a pas de vie ici. Pas de manchots, pas de phoques, juste quelques humains qui essaient de ne pas geler. La station du pôle sud Amundsen Scott est une merveille d'ingénierie. Elle se tient sur des pilotis hydrauliques. Pourquoi? Parce que le vent souffle la neige contre le bâtiment et s'il était posé sur le sol, il serait enterré en quelques années. Ainsi, ils peuvent soulever tout le bâtiment pour laisser la neige souffler par-dessous. À l'intérieur, c'est comme une station spatiale. Ils ont une serre pour cultiver des légumes frais, un gymnase et même une salle de musique. Mais à l'extérieur, l'histoire est tragique. En 1911, Roald Amundsen, un Norvégien, a fait la course avec Robert Falcon Scott, un Britannique, jusqu'à cet endroit. Amundsen a gagné, Scott est arrivé 1 mois plus tard, a vu le drapeau norvégien et a dû repartir à pied. Lui et son équipe sont morts pendant le voyage de retour. Aujourd'hui, vous pouvez voir le pôle sud cérémoniel, une sphère métallique entourée des drapeaux des nations du traité de l'Antarctique. C'est une excellente occasion de prendre des photos, mais le véritable pôle géographique est à quelques centaines de pieds de distance. Et voici un fait étonnant. La calotte glaciaire bouge. Elle glisse d'environ 30 pieds chaque année vers la mer de Weddell. Ainsi, chaque jour de l'an, les scientifiques doivent physiquement déplacer le marqueur vers le nouvel emplacement exact. Pour un touriste, arriver ici est incroyablement difficile. Vous ne pouvez pas simplement prendre une croisière régulière. Vous devez vous envoler vers l'intérieur, généralement depuis un camp comme Union Glacier. Le prix? Il faut compter environ 50 000 à 60 000 $ pour un voyage qui comprend quelques heures au pôle. C'est l'une des excursions d'une journée les plus chères de la planète. Et le temps devient bizarre ici, parce que toutes les lignes de longitude se rejoignent dans ce seul point. Le pôle sud est techniquement dans tous les fuseaux horaires à la fois. Mais pour simplifier les choses, ils fonctionnent à l'heure de la Nouvelle-Zélande. Le soleil se lève en septembre et ne se couche qu'en mars. Cela signifie 6 mois de lumière du jour constant. Votre horloge biologique ne sait jamais quand dormir. C'est un vide blanc et désorientant qui s'étend à l'infini. Vous ne pouvez pas rester ici longtemps. Mais notre prochaine étape est la porte d'entrée de tout. Si le pôle sud est solitaire, l'île du roi George, King George Island, est bondée. Située à la pointe de la péninsule antarctique, c'est le centre urbain de l'Antarctique. C'est la plus grande des îles Shetland du Sud. Et elle ressemble moins à une nature sauvage qu'à une ville minière frontière sur la Lune. C'est là que débarquent la plupart des touristes en vol croisière. Si vous ne voulez pas vomir pendant 2 jours en traversant le rude passage de Drake par bateau, vous payez un supplément pour prendre un avion
avion spécialisé depuis le Chili directement jusqu'ici. Vous atterrissez sur une piste en gravier à la station chilienne Frei. C'est surréaliste. 1 minute, vous êtes en l'air. La minute suivante, vous marchez sur de la terre et de la glace, entouré de hangars et de véhicules à chenilles. Ce qui rend l'île du roi George sauvage, c'est l'ambiance internationale. Il y a des bases de recherche du Chili, de la Russie, de la Chine, de l'Uruguay, de la Corée du Sud et bien d'autres, toutes entassées les unes à côté des autres. Vous pouvez marcher du Chili à la Russie en environ 15 minutes. La base russe, Bellingshausen, a même une véritable église orthodoxe construite en bois de Sibérie. Elle se dresse sur une colline, surplombant la baie, l'air complètement déplacé. Le temps ici est humide et venteux. C'est subantarctique, ce qui signifie qu'il avoisine le gel. C'est lourd, c'est vaseux, et l'odeur, elle est piquante. Il y a d'énormes colonies de manchots papous, gentoo, et à jugulaire, chinstrap à proximité, et lorsque le vent tourne, vous sentez l'ammoniaque du guano avant de voir les oiseaux. Mais ne vous laissez pas berner par la boue, cet endroit est scientifiquement vital. Les chercheurs étudient ici tout, de la météo spatiale à la manière dont le changement climatique fait fondre les glaciers. La péninsule de Field, où se trouve l'aéroport, est incroyablement riche en fossiles. Il y a 50 millions d'années, cet endroit avait des forêts. Ils trouvent ici tout le temps des feuilles et du bois fossilisé. Pour un touriste, ce n'est généralement qu'un centre de transit. Vous atterrissez, mettez votre gilet de sauvetage et sautez dans un Zodiac pour monter à bord de votre navire d'expédition qui attend dans la baie de Maxwell. Mais en regardant en arrière vers le rivage, en voyant les lumières des bases et les tours radio, vous réalisez que les humains ont vraiment planté leurs griffes sur ce continent. C'est le pont entre notre monde et la nature sauvage. Nous laissons l'aéroport derrière nous pour un endroit entièrement géré par des oiseaux. Imaginez un endroit où vous pouvez acheter une carte postale, y coller un timbre et la déposer dans une boîte aux lettres rouges britanniques, tout en étant picoré à la botte par un manchot papou. C'est Port Lockroy, désigné comme base A par les Britanniques, mais connu de tous comme le bureau de poste des manchots, Penguin Post Office. Situé sur la petite île Goudier, c'est l'un des endroits les plus visités de tout le continent. Environ 18 000 personnes s'y arrêtent chaque été. Le bâtiment principal est une cabane en bois noir avec des bordures rouges, construite à l'origine en 1944 lors d'une mission secrète de la Seconde Guerre mondiale appelée Opération Tabarin. Les Britanniques voulaient surveiller les pillards nazis et affirmer leurs revendications sur le territoire. Ils ont établi cette base pour écouter les signaux radio. Aujourd'hui, c'est un musée vivant. À l'intérieur, il est parfaitement conservé tel qu'il était dans les années 1950. Vous voyez des boîtes de conserve d'époque, de vieux pulls en laine séchant sur des cordes et des portraits de stars de cinéma de l'époque épinglés au mur. Il sent le vieux bois et la fumée de charbon. Mais la véritable attraction est la boutique de souvenirs. C'est le seul endroit en Antarctique où vous pouvez utiliser une carte de crédit pour acheter un t-shirt souvenir ou un manchot en peluche. Les recettes vont au UK Antarctic Heritage Trust pour réparer les cabanes historiques. Le personnel ici est une légende. Chaque année, des milliers de personnes postulent pour seulement 4 postes afin de gérer le bureau de poste pendant l'été. Ils n'ont pas d'eau courante, pas de douche et peu d'électricité. Ils partagent l'île avec environ 2000 manchots papous. Et, soyons honnêtes, les manchots dirigent l'endroit. Ils nichent juste sous les escaliers et bloquent le chemin vers le musée. Vous devez attendre qu'ils bougent. Selon la loi, vous ne pouvez pas traverser leur autoroute. Le fait étonnant ici est l'odeur. Avec 2000 manchots qui font leurs besoins sur un rocher de la taille d'un terrain de football, la puanteur à la fin de l'été fait pleurer les yeux. La neige devient rose et verte à cause du guano, mais le décor est magnifique. Vous
Vous êtes entouré par les sommets déchiquetés des montagnes des Sept Sœurs, Seven Sisters, et des glaciers qui s'écrasent dans la mer. Vous pouvez envoyer une carte postale d'ici à votre famille à la maison. Le timbre coûte environ 2 $. Mais voici le piège. Elle pourrait prendre 2 mois à arriver. Elle doit aller par bateau aux îles Falkland, puis voler vers le Royaume-Uni, puis vers votre maison. C'est du courrier escargot au sens le plus vrai. Mais recevoir une carte oblitérée antarctique est le flex ultime. Les manchots mignons sont géniaux. Mais maintenant, nous entrons dans un chenal fait pour les géants. C'est le moment que chaque photographe l'attend. Il l'appelle le Gap Kodak parce que, à l'époque, les gens brûlaient des rouleaux et des rouleaux de pellicule ici. Le chenal Le Maire est un passage étroit, long de 7 miles et large de moins d'1 mile à son point le plus resserré. D'un côté, vous avez la péninsule antarctique, de l'autre, l'île Boot. Les falaises s'élèvent directement hors de l'eau à plus de 3000 pieds. Elles sont faites de roches noires, coiffées de neige, dominant le navire. Lorsque l'eau est calme, elle agit comme un miroir parfait. Vous regardez en bas, et vous voyez les montagnes réfléchies parfaitement dans l'eau sombre. C'est désorientant et époustouflant, mais naviguer dans ce chenal est délicat. Les courants apportent d'énormes icebergs qui se coincent dans le goulot d'étranglement. Parfois, le capitaine dirigera le navire vers l'entrée, verra un mur de glace bloquant le chemin et devra faire demi-tour. C'est un pari. Si vous passez, c'est de la magie pure. Si vous ne passez pas, c'est une déception. La faune utilise l'eau calme comme une autoroute. Vous verrez souvent des baleines à bosse circuler, leurs évents projetant de la brume qui stagne dans l'air froid. Des phoques crabiers se prélassent sur les banquises flottantes, levant à peine la tête lorsque votre navire passe. L'échelle ici est ce qui vous perturbe. Vous voyez un iceberg et pensez qu'il a la taille d'une voiture. Puis vous réalisez qu'un phoque dort dessus, et le phoque ressemble à un point. Cette voiture a en fait la taille d'une maison. L'air est si clair que les montagnes lointaines semblent à portée de main, mais elles sont à 10 miles de distance. Il n'y a pas d'atterrissage ici. Vous restez sur le navire, mais l'expérience est axée sur le silence. Lorsque les moteurs sont coupés, le seul son est celui de l'eau clapotant contre la coque et le tonnerre lointain des avalanches tombant des pics élevés au-dessus. On a l'impression d'entrer dans une cathédrale construite par la nature. Le silence est paisible, mais nous nous dirigeons vers une île de carnage. Nous faisons un détour maintenant. Techniquement, cette île est subantarctique. Assise au milieu de l'océan austral frénétique. Mais aucun voyage au bout du monde n'est complet sans elle. Si l'Antarctique est la terre de glace, la Géorgie du Sud est la terre de la chair. La chose que personne ne vous dit, c'est que la densité de la vie ici est suffocante. Vous n'atterrissez pas sur une plage vide. Vous atterrissez sur une plage qui bouge littéralement. Nous parlons de manchots royaux, la deuxième plus grande espèce de manchots au monde. Ils mesurent 3 pieds de haut avec des taches orange vives sur leur cou et ils se regroupent en colonies qui se comptent par centaines de milliers. Le bruit est assourdissant. Cela ressemble à un stade rempli de gens qui sifflent et crient en même temps. Et l'odeur ? Pour le dire légèrement, c'est un coup de poing d'ammoniac au visage que vous n'oublierez jamais. Mais la Géorgie du Sud est aussi un cimetière. Au début des années 1900, c'était la capitale de l'industrie de la chasse à la baleine. La station de Grytviken est un rappel rouillé et obsédant du massacre. Vous pouvez marcher devant les immenses réservoirs de pétrole et les plants de dépsage où les baleines étaient traitées. C'est étrange parce qu'on a l'impression que les travailleurs sont partis hier. Le véritable attrait émotionnel ici est Sir Ernest Shackleton. C'est là que la plus grande histoire de survie de l'histoire s'est terminée.
Après que son navire, l'Endurance, ait été écrasé par la glace en 1915, il a navigué sur un petit canot de sauvetage 800 miles à travers l'océan le plus terrible de la Terre pour atteindre cette île et sauver son équipage. Il est mort ici des années plus tard lors d'une autre expédition. Vous pouvez visiter sa tombe. C'est une tradition pour les voyageurs de verser un verre de whisky sur sa pierre tombale pour honorer le patron. Il y a quelques années, cette île a été envahie par des rats qui sont arrivés sur des navires. Ils mangeaient les œufs des oiseaux indigènes, mais dans un exploit d'ingénierie massif, les écologistes ont empoisonné les rats dans le plus grand projet d'éradication jamais tenté. Aujourd'hui, l'île est exempte de rats. Et les oiseaux reviennent en nombre difficiles à croire. C'est une victoire rare pour la nature. Vous voyez, la Géorgie du Sud n'est pas seulement une île, c'est un champ de bataille où la vie se bat pour chaque pouce d'espace. Vous verrez des éléphants de mer qui pèsent 4 tonnes se jeter les uns contre les autres dans des combats sanglants pour le territoire. La plage tremble lorsqu'ils touchent le sol. C'est brut, violent et beau. Le bruit ici est accablant, mais notre prochaine étape est un festin silencieux pour les géants. Les capitaines ont un surnom pour cet endroit, Baleine Joanna, Whale Joanna. Pourquoi ? Parce que les baleines y sont accrochées, et une fois que vous le verrez, vous le serez aussi. La baie de Wilhelmina est une vaste étendue d'eau abritée le long de la péninsule antarctique qui agit comme un énorme bol de soupe. L'eau ici est remplie de krill, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes qui sont le carburant de tout l'écosystème antarctique. En raison des courants, le krill se retrouve piégé ici en essaim dense. Et là où il y a du krill, il y a des baleines à bosse. Nous ne parlons pas de voir une ou deux baleines au loin. Dans la baie de Wilhelmina, vous pourriez être entouré de douzaines d'entre elles. Elles viennent ici pour se gaver avant l'hiver. Les images sont folles. Vous êtes assis dans un petit bateau Zodiac en caoutchouc et soudain, à 30 pieds de distance, un animal de 40 tonnes se lance hors de l'eau, faisant surface, et s'écrase avec une éclaboussure qui fait tanguer votre bateau. Le son est comme un coup de canon. Vous pouvez sentir leur souffle lorsqu'elles expirent. C'est une brume de poissons et d'huile qui plane au-dessus de l'eau. La baie est encadrée par de hautes falaises et des glaciers qui sont constamment actifs. Ce n'est pas un paysage statique. La glace est vivante. Vous entendrez des craquements et des gémissements qui ressemblent à du tonnerre, même par une journée ensoleillée. C'est le bruit des glaciers qui se déplacent. Si vous avez de la chance, vous verrez un événement de vélage, où un morceau de glace de la taille d'un immeuble se brise et plonge dans la mer. Cela crée une vague massive qui ondule sur l'eau vitreuse. Ce que beaucoup négligent, c'est la clarté de l'eau. Par temps calme, vous pouvez regarder par-dessus le bord du bateau et voir les nageoires pectorales blanches des baleines briller turquoise en profondeur sous la surface alors qu'elles glissent sous vous. C'est terrifiant et paisible en même temps. Vous réalisez à quel point vous êtes petit. Un coup de queue pourrait mettre fin à votre voyage, mais ces géants sont incroyablement doux autour des bateaux. Cet endroit tient la promesse de l'Antarctique, grande glace et grands animaux. C'est un festin glouton dans un congélateur. L'eau est calme ici, mais le prochain port a une vague dangereuse. Jusqu'à présent, nous avons surtout parlé d'îles. Mais le port Neko Harbor, est différent. C'est l'un des rares endroits où vous pouvez réellement mettre le pied sur le majestueux continent antarctique lui-même. Vous vous tenez sur la masse continentale principale, pas sur une île. Mais le port Neko est livré avec une étiquette d'avertissement. La plage est située directement sous une paroi glaciaire massive. Ce glacier est instable, il vèle fréquemment. Lorsqu'un gros morceau de glace tombe, il crée une vague de déplacement, un mini-tsunami qui déferle sur la plage. Lorsque vous débarquez ici, les guides d'expédition vous diront « Ne tournez pas le dos à l'océan ». Si
Si le glacier se fissure, vous avez des secondes pour courir vers un terrain plus élevé. Cela ajoute une couche d'adrénaline à une simple promenade sur la plage. Les résidents ici sont des manchots papous, gentoo, et ce sont des alpinistes inattendus. Voyez-vous, les papous construisent leur nid en hauteur sur les affleurements rocheux pour les garder à l'abri de la neige fondante. Cela signifie qu'ils ont créé des autoroutes de manchots, de profondes rainures creusées dans la neige où des milliers d'oiseaux marchent en file indienne, montant et descendant la colline tous les jours. Vous pouvez faire une randonnée à leur côté. C'est une montée raide et glissante, mais la récompense est incroyable. Lorsque vous atteignez le sommet de la crête, vous respirez fort dans l'air froid, mais la vue est l'une des meilleures au monde. Vous regardez la baie bleu foncé, la face blanche du glacier, et votre minuscule navire qui ressemble à un jouet au loin. Le silence est profond, rompu seulement par le halètement des randonneurs et le cri des oiseaux. Ce que personne ne vous dit, c'est à quel point les autoroutes des manchots sont sales. La neige est rose et brune à cause du guano. C'est une affaire salissante et odorante d'être un manchot. Mais les regarder trébucher et glisser sur leur ventre en descendant est de la pure comédie. Ils sont maladroits sur terre, mais des torpilles dans l'eau, le port Neko capture parfaitement le contraste de l'Antarctique. Le danger de la glace qui s'écrase contre la comédie des oiseaux qui se dandinent. C'est un endroit où il faut garder la tête sur un pivot. Nous quittons les vagues dangereuses pour une baie au nom trompeur. Ils ont nommé cet endroit Port Paradis, Paradise Harbor, pour une raison. Dans un monde de tempêtes et d'océans gris, cette baie est souvent une poche de calme absolu. Les montagnes sont si hautes et escarpées qu'elles bloquent le vent, transformant l'eau en un miroir. Lorsque vous entrez dans le port Paradis, vous perdez la notion de ce qui est en haut et de ce qui est en bas. Le reflet des glaciers dans l'eau est si parfait que les photographies ressemblent à des illusions d'optique. C'est l'endroit privilégié pour le kayak. Vous pouvez pagayer silencieusement à travers un labyrinthe de Burgie Bits, de petits morceaux de glace qui scintillent comme des diamants au soleil. Mais il y a une cicatrice humaine ici. Vous verrez les bâtiments oranges de la station Brown, une base de recherche argentine. Elle a une histoire folle. En 1984, on a dit au médecin de la station qu'il devait rester pour un autre hiver. Il a craqué, il ne voulait pas rester. Alors, il aurait mis le feu à la station pour forcer une évacuation. La base a brûlé et tout le monde a dû être secouru par un navire américain. Elle a été reconstruite, mais elle reste un rappel de la façon dont l'isolement ici peut briser l'esprit humain. Géologiquement, cet endroit est fascinant. C'est l'un des endroits où des fossiles ont été trouvés, prouvant que l'Antarctique était autrefois chaud. Les scientifiques y ont trouvé du bois et des feuilles fossilisées. C'est difficile à imaginer, mais il y a des millions d'années, cette baie gelée était couverte de forêts verdoyantes et luxuriantes. Aujourd'hui, vous pourriez voir des baleines de minke faire surface dans les eaux calmes. Elles sont plus petites que les baleines à bosse et très curieuses. Elles font parfois sortir leur tête. Le spy hopping, pour regarder les kayaks. Imaginez être assis dans un bateau en plastique au niveau de l'eau de l'océan glacial et regarder une baleine les yeux dans les yeux. Derrière la station, il y a une colline enneigée massive. Certains touristes la dévalent sur leur derrière. Des toboggans humains. C'est un moment de pure joie dans un paysage qui essaie habituellement de vous tuer. Le port Paradis ressemble à un sanctuaire, un bouton pause dans le chaos de l'océan austral. L'eau est de verre, mais la prochaine île a la forme d'une arme. Cette île ressemble exactement à son nom. C'est une écharde de roches déchiquetées en forme de croissant s'élevant hors de la mer. C'est un endroit spectaculaire et mélancolique. Le brouillard s'accroche souvent bas ici.
coupant les sommets des montagnes voisines, donnant l'impression que l'île flotte dans les nuages. Les vedettes du spectacle ici sont les manchots à jugulaire, chinstrap. Ils sont nommés d'après la fine ligne noire de plumes qui court sous leur menton, donnant l'impression qu'ils portent un petit casque militaire. Ils sont combatifs. Si vous marchez trop près, ils ne reculeront pas. Ils crieront et picoreront vos bottes. Ce sont les bagarreurs de rue du monde des manchots. Vous verrez quelque chose d'hilarant ici. Le vol de cailloux. Les manchots construisent leur nid avec de petites pierres pour garder leurs œufs hors du sol humide. Mais ramasser des pierres est un travail difficile. Alors, beaucoup d'entre eux attendent simplement que leurs voisins regardent ailleurs, puis volent une pierre de son nid. C'est un cycle de crimes constant et sans fin. Vous pouvez observer pendant des heures le drame du vol, le caquetage lorsqu'ils se font prendre, le regard innocent qu'ils lancent lorsque le voisin se retourne. À une extrémité de l'île se trouve la base Camara, une station argentine. Elle est souvent fermée et vide, ressemblant à un poste avancé fantôme avec sa peinture orange qui s'écaille au vent. Cela ajoute à l'ambiance désolée. Le sol ici est couvert de lichen et de mousse, éclaboussant de verts et d'oranges vifs contre la roche noire et la neige blanche. C'est l'un des rares endroits où l'on voit des plantes prospérer. Sous les falaises, vous pourriez apercevoir un phoque de Weddell endormi. Ce sont les mignons, grands yeux, visages souriants comme des chats. Ils dorment si profondément qu'on pourrait croire qu'ils sont morts, jusqu'à ce qu'ils laissent échapper un ronflement massif. L'île de la demi-lune, Half Moon Island, est le rêve d'un photographe en raison du contraste. La roche noire, la neige blanche, la glace bleue et les lichens oranges créent une palette qui ne semble pas réelle. C'est une petite île, mais elle dégage une forte atmosphère. Les cailloux sont volés ici, mais la prochaine île est un cimetière de géants. Si vous pensiez que les autres îles étaient bondées, préparez-vous. L'île Cuverville est une agression sensorielle. Elle abrite la plus grande colonie de manchots papous de toute la péninsule antarctique. Nous parlons de milliers et de milliers d'oiseaux entassés sur un dôme rocheux, escarpé. Alors que votre petit bateau approche, la première chose qui vous frappe n'est pas la vue, c'est l'odeur. Pour le dire légèrement, la puanteur de krill transformé du guano rose est quelque chose qui vous colle au fond de la gorge. Les falaises ici sont en fait tachées de rouge et d'orange, non pas à cause des roches, mais à cause de siècles de déchets d'oiseaux. C'est dégoûtant. Mais c'est aussi un signe de la vie qui explose dans un désert gelé. Ce que beaucoup négligent, c'est à quel point ces oiseaux sont en forme. Cuverville est essentiellement une montagne escarpée, s'élevant hors de la mer. Pour atteindre leur nid, ces manchots doivent se dandiner sur des pentes verticales qui essouffleraient un randonneur humain. Vous les regardez sauter, glisser et tomber face contre terre, mais ils n'abandonnent jamais. Ils le font des centaines de fois par jour pour nourrir leurs poussins. Le bruit est un rugissement constant et lancinant. Les papous rejettent la tête en arrière et claironnent vers le ciel. Lorsque 6000 couples font cela en même temps, vous ne pouvez pas vous entendre penser. C'est chaotique. Les squats, de grands oiseaux prédateurs bruns, volent en cercle au-dessus comme des vautours, attendant de fondre et d'arracher un œuf non protégé ou un poussin faible. Le drame se déroule juste à vos pieds, mais au milieu du chaos, il y a de la romance. Vous verrez un manchot mâle ramasser un caillou parfait dans son bec et se dandiner vers sa partenaire. Il s'incline et présente la roche. Si elle l'aime, elle l'ajoute au nid. Sinon, elle l'ignore. C'est un feuilleton joué sur un tas de roches gelées.
L'eau autour de Cuverville est tout aussi animée. Elle est peu profonde et pleine d'icebergs qui se sont échoués sur le fond marin. Cela en fait un piège parfait pour le krill, ce qui attire les baleines de mink. Vous pouvez vous tenir sur le rivage, entouré d'oiseaux qui crient, et regarder les nageoires des baleines couper l'eau à seulement 50 yards de distance. Le bruit est assourdissant ici. Mais nous nous dirigeons vers un lieu de fantômes silencieux. Juste une courte navigation plus loin se trouve l'île d'Anko, nommée d'après Émile d'Anko, un géophysicien belge décédé lors d'une expédition en 1898. Il a péri d'une maladie cardiaque exacerbée par le froid brutal. Et son corps a été descendu dans la mer profonde. L'île se dresse comme un monument silencieux au risque de l'exploration précoce. Cet endroit est célèbre pour une chose spécifique. La randonnée. C'est un sentier en zigzag sur une pente enneigée qui vous mène au sommet même de l'île. Cela vous brûle les jambes. Mais la raison pour laquelle vous le faites est la vue au sommet. Vous vous tenez au milieu du chenal Herrera, entouré de glaciers de tous les côtés. Ce que personne ne vous dit, c'est que ce chenal agit comme un gant de receveur pour les icebergs. Des morceaux massifs de glace dérivent d'ici et se retrouvent coincés dans les eaux peu profondes. Du haut de Danko, en regardant vers le bas, l'océan ressemble à un cocktail bleu rempli de gigantesques glaçons blancs. Les couleurs sont irréelles, des bleus électriques, des indigos profonds et des blancs aveuglants. Si vous visitez tôt dans la saison, vers novembre, l'île est souvent entourée de banquises côtières. Fast ice. C'est de l'eau de mer qui est encore gelée solide, attachée à la terre. Cela signifie que le navire ne peut même pas atteindre le rivage. Au lieu de cela, le capitaine pourrait garer le navire en enfonçant la proue dans la calotte glaciaire. Vous descendez ensuite la passerelle directement sur l'océan gelé. Marcher sur l'eau au-dessus de profondeurs de centaines de pieds est une sensation qui perturbe votre cerveau. Il y a moins de manchots ici qu'à Cuverville, ce qui rend l'endroit plus serein. Mais vous devez faire attention où vous marchez. La neige peut être profonde, et si vous sortez du sentier compacté, vous pouvez vous enfoncer jusqu'à la taille. Cela s'appelle faire un trou de poteau, post-holing, et il est épuisant d'en sortir. C'est un lieu de réflexion. Vous regardez la beauté, mais vous vous souvenez de Danko, l'homme qui n'est jamais rentré chez lui. Cela vous rappelle que l'Antarctique ne se soucie pas de vos plans. La glace est blanche ici. Mais notre prochaine étape saigne d'un rouge vif. Maintenant, nous quittons la péninsule et nous nous dirigeons profondément dans les vallées sèches de McMurdo Dry Valleys. C'est l'endroit le plus sec de la Terre. Il n'y a pas plu ici depuis 2 millions d'années. Cela ressemble à la surface de Mars, poussière brune, roches noires et zéro neige. Mais s'écoulant du glacier Taylor, il y a quelque chose qui ressemble à un film d'horreur. Cela s'appelle les chutes de sang, Blood Falls. Un liquide rouge cramoisi vif suinte des fissures dans la glace blanche et tache la face du glacier avant de s'écouler dans un lac gelé. Lorsque les explorateurs l'ont vu pour la première fois en 1911, ils pensaient que c'était une algue rouge. Ils se sont trompés. La vérité est bien plus étrange. Ce sang est en fait de l'eau salée incroyablement riche en fer. Elle provient d'un lac sous-glaciaire piégé à 400 mètres sous la glace. Ce lac a été isolé du monde extérieur pendant plus d'1 million d'années. Il n'y a pas de lumière, pas d'oxygène, et l'eau est 3 fois plus salée que l'océan. C'est pourquoi elle ne gèle pas même à moins de 10 degrés. Lorsque cette ancienne saumure se fissure enfin à travers la glace et atteint l'air, le fer réagit avec l'oxygène. Il rouille instantanément. C'est ça, la couleur rouge. C'est littéralement de l'eau qui rouille.
Mais voici le facteur. C'est quoi ce bordel? Il y a de la vie dans cette eau. Les scientifiques ont trouvé 17 types de microbes vivant dans ce lac scellé, sombre et salé sous le glacier. Ils respirent du fer et du soufre au lieu de l'oxygène. Cela a changé tout ce que nous savons sur la vie. Si quelque chose peut survivre là-dessous, dans l'obscurité et le froid, alors peut-être que la vie existe dans les océans gelés des lunes de Jupiter ou sous les calottes glaciaires de Mars. Vous ne pouvez pas simplement faire une croisière ici. Vous devez vous y rendre en hélicoptère depuis une base de recherche. C'est désolé. Le vent hurle à travers la vallée, sculptant les roches en formes étranges appelées ventifacts. En vous tenant là, regardant la glace qui saigne, vous avez l'impression d'être sur une autre planète. C'est une capsule temporelle biologique qui divulgue ses secrets au monde moderne. Le sang est ancien, mais le prochain mystère est invisible et vous traverse. Nous sommes de retour au pôle sud, mais nous ne regardons pas le drapeau. Nous regardons le télescope le plus bizarre jamais construit. La plupart des télescopes regardent le ciel. Celui-ci regarde vers le bas, profondément dans la glace. Il s'appelle Ice Cube. Voyez-vous, l'univers est rempli de minuscules particules invisibles appelées neutrinos. On les surnomme les particules fantômes parce qu'elles traversent tout, étoiles, planètes, bâtiments et même votre corps sans rien toucher. Des 1000 milliards d'entre elles vous traversent en ce moment même. Pour les attraper, vous avez besoin d'un piège. Le piège est la glace elle-même. Les scientifiques ont foré des trous d'1,5 miles de profondeur dans la calotte glaciaire antarctique immaculée. Ils ont abaissé plus de 5000 capteurs de la taille d'un ballon de basket sur des cordes dans ces trous, puis ont laissé la glace geler à nouveau autour d'eux. Ils ont essentiellement transformé 1 km3 de glace en une caméra géante. Voici comment cela fonctionne. Occasionnellement, très rarement, un neutrino s'écrasera contre un atome dans la glace. Quand cela se produit, cela crée un minuscule éclair de lumière bleue. Les capteurs enfouis détectent cet éclair bleu. En traçant la lumière, les scientifiques peuvent déterminer d'où venait le neutrino, généralement d'étoiles en explosion ou de trous noirs à des milliards d'années-lumière. Ce qui est fou, c'est l'échelle. Le sommet de l'expérience est sous la neige. Vous pouvez marcher juste au-dessus sans savoir qu'elle est là. Le seul signe est un petit bâtiment appelé le laboratoire Ice Cube, sur pilotis. À l'intérieur, des rangées de serveurs bourdonnent, traitant des données qui réécrivent les lois de la physique. Les personnes qui travaillent ici sont des hivernants, winterovers. Ils restent au pôle sud pendant une année complète. Pendant les 6 mois d'obscurité, ils sont complètement coupés du monde. Aucun avion ne peut atterrir car il fait trop froid. Le carburant se transformerait en gelée. Si quelque chose ne va pas, il n'y a pas de sauvetage. Ils sont seuls avec leurs particules fantômes, fixant des écrans, attendant un message de l'autre côté de la galaxie. La science règne ici. Mais la prochaine base fonctionne à l'alcool fait maison. La science en Antarctique est généralement très sérieuse, mais à la base de recherche Vernadsky, située sur l'île Galindez, elle s'accompagne d'une touche d'hospitalité. Cette station appartient à l'Ukraine, mais elle était britannique auparavant. En fait, elle a l'une des histoires immobilières les plus drôles de l'histoire. En 1996, les Britanniques ont décidé qu'ils ne voulaient plus de la base. Il était trop cher de la démanteler et de la renvoyer chez eux. Ils ont donc vendu toute la station à l'Ukraine pour le prix symbolique d'une livre sterling britannique. Cela fait moins de $2. Une base antarctique entière pour le prix d'une barre chocolatée. Mais ce n'est pas juste une cabane bon marché. C'est l'endroit exact où des scientifiques britanniques, dans les années 1980, ont découvert le trou dans la couche d'ozone. Cette découverte a littéralement sauvé le monde, conduisant aux interdictions de produits chimiques qui détruisaient notre atmosphère.
L'équipement qu'ils ont utilisé est toujours là, mesurant l'ozone chaque jour. Pour les visiteurs, le clou est le bar Faraday. Il est largement considéré comme le bar public le plus au sud du monde. Il ressemble à un pub anglais, avec du bois sombre, une cible de fléchettes et une table de billard. Mais la boisson de choix est purement ukrainienne. Les scientifiques ici distillent leur propre vodka en utilisant de la glace de glacier. Ils l'appellent le Moonshine Vernadsky. Il est fort, doux et garanti pour vous réchauffer. Historiquement, si vous apportiez un soutien-gorge au bar et le donniez à la décoration derrière le comptoir, vous obteniez une boisson gratuite. C'était une tradition étrange qui a abouti à une collection de lingerie suspendue au plafond. Cependant, ces dernières années, ils ont atténué cela pour être plus professionnels. Maintenant, vous payez juste quelques dollars. La base est confortable. Les Ukrainiens sont connus pour être incroyablement accueillants. Ils tamponneront votre passeport avec un logo unique qui présente un manchot. Dehors par la fenêtre, le paysage est spectaculaire. Avec des icebergs dérivant dans le chenal Lemaire à proximité, cela ressemble moins à un laboratoire stérile qu'à un refuge frontalier où la science est sérieuse. Mais les nuits sont chaudes, les boissons sont fortes, mais le prochain port est un terrain de jeu pour les prédateurs. Si vous détestez monter les escaliers, vous allez détester le port Horn Harbor. Mais si vous voulez vous sentir comme un conquérant, c'est l'endroit idéal. Situé sur la côte de la terre de Graham, ce n'est pas vraiment un port au sens traditionnel. C'est une crique entourée de montagnes imposantes et de glaciers qui planent sinistrement au-dessus de l'eau. Pour arriver à l'attraction principale, vous devez le mériter. Le site d'atterrissage est une minuscule bande de plages rocheuses. De là, vous regardez vers le haut, et encore vers le haut. Il y a un sentier en zigzag, creusé dans la neige, qui monte de près de 300 pieds, tout droit sur une ligne de crête jusqu'au pic Spigot. C'est brutal. Vous portez de lourdes couches de parka, d'épaisses bottes en caoutchouc et un gilet de sauvetage. Vous transpirerez en 2 minutes, même s'il fait glacial dehors. Mais une fois que vous atteignez le sommet de la crête, le monde s'ouvre. Vous vous tenez sur le fil d'un couteau de roche. D'un côté, une chute abrupte vers l'océan où votre navire ressemble à un jouet de baignoire. De l'autre côté, une face de glacier massive qui gronde et craque. On a l'impression de se tenir sur le toit du monde. Les résidents ici sont des manchots à jugulaire, chinstrap, et ils sont coriaces. Ils nichent très haut ici, sur la crête. Pourquoi? Parce que lorsque la neige fond en été, l'eau s'écoule rapidement le long de la pente, gardant leurs œufs au sec. S'ils nichaient en bas, leurs œufs se noieraient dans la boue glacée. Ainsi, ces oiseaux grimpent l'équivalent d'un gratte-ciel chaque jour, sur de minuscules pattes, juste pour nourrir leurs bébés. C'est un exploit incroyable d'endurance. Historiquement, cet endroit était utilisé par les baleiniers comme poste d'observation. Ils s'asseyaient ici, scrutant l'horizon pour le souffle d'une baleine, puis signalaient au bateau en dessous de se lancer à sa poursuite. Aujourd'hui, les baleines sont en sécurité. Vous pouvez vous asseoir sur les rochers et regarder les baleines à bosse se nourrir dans les eaux profondes, en dessous, sans être dérangées. Le facteur, c'est quoi ce bordel? Ici est le vent. En raison de la forme du port, le vent peut s'engouffrer le long du glacier et vous frapper à 50 miles par heure sans avertissement. 1 minute, il fait calme. La suivante, vous vous battez pour rester debout. C'est un rappel qu'en Antarctique, la météo est le patron. L'ascension est difficile. Mais la prochaine île a été abandonnée dans la panique. C'est l'un des endroits les plus effrayants que vous visiterez jamais. Elle s'appelle l'île de Taille, abritant la base d'OWV britannique. Elle se trouve dans une baie abritée
Mais cet abri est un piège. La glace de mer ici est tristement célèbre pour ne pas fondre même en été. En 1959, les hommes qui vivaient ici ont reçu un appel radio. Le navire de ravitaillement John Biscoe essayait de les atteindre, mais la glace était trop épaisse. Le capitaine a dit « Nous ne pouvons pas vous atteindre. Si vous voulez partir, vous devez venir à nous. » Les hommes n'avaient pas le choix. S'ils restaient, ils mourraient de faim. Ils avaient 1 heure pour faire leurs valises. Ils ont saisi leurs photos personnelles et les dossiers scientifiques. Ils ont verrouillé la porte et ils ont marché 30 miles sur la dangereuse glace de mer jusqu'au navire, laissant tout le reste derrière eux. Ils ne sont jamais revenus. Entrer dans la cabane aujourd'hui, c'est comme entrer en 1959. Elle est figée dans le temps. Vous voyez des boîtes de haricots au lard Heinz et des boîtes de café sur les étagères. Il y a des paires de caleçons longs accrochés au séchoir. Un calendrier est toujours sur le mur, marqué des jours d'une année qui s'est terminée il y a 6 décennies. Il y a des magazines ouverts sur la table, comme si quelqu'un venait de sortir fumer et n'était jamais revenu. L'odeur est distincte, un mélange de vieille poussière de charbon, de graisse de phoque et de bois humide et froid. C'est obsédant. Vous vous attendez à ce qu'un fantôme passe le coin et vous offre une tasse de thé? Cette base était une station de chiens de traîneau, sledge dog. Les hommes utilisaient des huskies pour voyager à travers les glaciers afin de cartographier la région. Vous pouvez toujours voir les enclos des chiens et les harnais accrochés au mur. Les chiens étaient les moteurs de l'exploration à l'époque. Arriver ici est rare. La glace qui a forcé les hommes à fuir bloque toujours l'île la plupart des années. Les navires ne peuvent s'approcher que lorsque les conditions sont parfaites. Si vous arrivez à entrer, vous êtes l'une des rares personnes sur Terre à voir une véritable capsule temporelle de l'ère héroïque. Les fantômes sont silencieux ici. Mais la prochaine baie est un cauchemar de navigation. Le nom de cet endroit vous dit tout sur l'attitude des premiers explorateurs. Pourquoi pas est le nom du célèbre navire de Jean-Baptiste Charcot, un explorateur français qui a cartographié cette région au début des années 1900. Quand les gens lui disaient qu'il était fou d'aller en Antarctique, il haussait les épaules et disait « Pourquoi pas ?» Mais ne vous laissez pas berner par le nom fantaisiste. Cette baie est une bête. Elle est située sur la côte ouest de la terre de Graham. Et elle est presque toujours obstruée par la glace. Nous ne parlons pas seulement de grands icebergs majestueux. Nous parlons de growlers, des morceaux de glace durs et sombres qui flottent bas dans l'eau. Ils sont difficiles à voir sur le radar et ils sont assez durs pour percer un trou dans une coque en acier. Les capitaines transpirent lorsqu'ils naviguent ici. Le paysage est accidenté. Les montagnes ici sont pointues et déchiquetées, ressemblant à des dents mordant le ciel. Parce qu'il est si difficile d'y arriver, la faune n'a absolument pas peur. Vous trouvez souvent des phoques de Weddell sortis sur les banquises. Ils ressemblent à des limaces géantes, totalement indifférents aux navires qui craquent dans la glace à proximité. L'eau ici est incroyablement profonde, sculptée par d'anciens glaciers. Cette profondeur crée des remontées de nutriments, ce qui signifie que la vie des oiseaux est intense. Des pétrels des neiges, des oiseaux d'un blanc pur qui ressemblent à des colombes, volent autour des falaises. Ce sont les seuls oiseaux qui nichent profondément sur le continent, et les voir sur la roche sombre est époustouflant. Ce que beaucoup négligent, c'est le silence. Parce que la baie est souvent remplie de glace lourde, l'eau ne fait pas de vagues, elle est amortie. Le silence est lourd, rompu seulement par le bruit de la coque du navire qui heurte la glace. On a l'impression de s'introduire dans une forteresse que la nature a construite pour garder les humains à l'extérieur. La glace est épaisse ici, mais la prochaine île a un hangar plein d'histoires.
Si l'île de Taille est la base fantomatique abandonnée, l'île Horseshoe, Horseshoe Island, est la pièce de musée. Elle était connue sous le nom de base Aim, construite par les Britanniques en 1955. Elle a été fermée en 1960. Mais contrairement à d'autres bases qui sont tombées en ruine, celle-ci a été scellée hermétiquement. Elle est largement considérée comme la cabane la mieux conservée de l'ère des années 1950. La forme de l'île lui donne son nom. Elle est incurvée comme un fer à cheval. Lorsque vous débarquez sur la plage, vous marchez jusqu'au bâtiment principal. À l'intérieur, c'est étonnamment confortable. Il y a des lits superposés avec des couvertures encore pliées. La cuisine est entièrement équipée avec des casseroles, des poêles et des boîtes de conserve rétro. Dans la salle de loisirs, il y a une cible de fléchettes et une collection de disques vinyles. Vous pouvez imaginer les hommes assis ici pendant le long hiver sombre, fumant la pipe et écoutant de la musique tandis que le vent hurlait à l'extérieur. Le facteur cool ici est l'atelier. Il est plein d'outils, scies, marteaux, clés à molette, tous légèrement rouillés, mais prêts à être utilisés. Cela vous montre à quel point il devait être autonome. Si quelque chose cassait, vous ne pouviez pas appeler un réparateur. Vous deviez le réparer ou vous risquiez de mourir. La base a aussi un côté tragique. Il y a une croix sur une colline voisine dédiée à 3 hommes qui sont morts en 1958 lorsque la glace de mer sur laquelle ils marchaient s'est brisée. Ils ont disparu dans l'eau glaciale. C'est un rappel qui donne à réfléchir que même avec une base confortable, l'environnement est impitoyable. Géologiquement, l'île est colorée. Les roches ont des veines de cuivre et de fer, leur donnant des teintes vertes et rouges. Vous pouvez monter au sommet de l'île pour une vue à 360 degrés des montagnes sur le continent. C'est l'un des meilleurs points de vue dans la région de la baie Marguerite. Mais le véritable lien ici est avec les chiens. C'était un centre majeur pour les équipes de chiens de traîneau. Vous pouvez presque entendre les aboiements des huskies résonner contre les rochers. Ils étaient le moteur de l'opération, traités avec amour et respect par les hommes qui en dépendaient pour leur survie. Les chiens sont partis, mais la prochaine île a vu l'arrivée d'un nouveau genre d'explorateurs. Cette petite île rocheuse occupe une place massive dans l'histoire. Elle est unique, car elle abritait 2 bases différentes de 2 pays différents, assises juste à côté l'une de l'autre. Vous avez la base Est américaine et la base E britannique. Pendant un certain temps, les Américains et les Britanniques étaient voisins ici. Ils partageaient l'île, échangeaient des films et dînaient ensemble. C'était un exemple rare d'amitié internationale à une époque où le monde était tendu. Mais Stonington est célèbre pour avoir brisé le Old Boys Club. En 1947, 2 femmes, Edith Ron et Jenny Darlington, sont devenues les premières femmes à passer l'hiver en Antarctique. Elles étaient les épouses des chefs d'expédition. Avant cela, l'Antarctique était considéré comme un endroit réservé uniquement aux hommes. Ces femmes ont prouvé qu'elles pouvaient gérer l'isolement, le froid et l'obscurité tout aussi bien que les hommes. Jenny Darlington a même écrit un livre célèbre à ce sujet, intitulé My Antarctic Honeymoon, ma lune de miel antarctique. Parler d'une escapade romantique difficile. L'île elle-même est reliée au continent par une rampe de neige massive, un glacier qui descend doucement vers la mer. Cela en faisait la rampe de lancement parfaite pour les avions et les traîneaux à chiens pour se diriger profondément à l'intérieur. Les Américains l'ont utilisé pour faire voler des avions et cartographier d'énormes morceaux du continent pour la première fois. Aujourd'hui, la base américaine est principalement en ruine, mais la base britannique a été rénovée. Vous pouvez vous promener dans les pièces et voir l'histoire de la coopération. Mais le glacier recule. La rampe
qui rendait cette île si importante est en train de fondre. La connexion avec le continent se brise. La faune ici est clairsemée. Mais vous verrez souvent des sternes antarctiques, de petits oiseaux au bec rouge vif nichés dans les rochers. Elles sont agressives et plongeront en piqué sur votre tête si vous vous approchez trop près de leurs poussins. C'est une défense animée pour une parcelle de terre si historique. Stonington sonne comme la fin d'une ère. Elle représente le moment où l'exploration est passée de la survie à la science et où la glace s'est finalement ouverte à tous, pas seulement aux hommes barbus. Nous quittons l'histoire des humains pour un endroit où le soleil ne se couche jamais. Nous retournons dans la région autour de la base Vernadsky, mais nous élargissons l'objectif pour regarder tout l'archipel. Les îles Argentines, Argentine Islands, sont un amas de petites îles rocheuses, séparées par des chenaux étroits et sinueux. Si vous étiez un pirate à la recherche d'une cachette dans la glace, c'est là que vous iriez. La géographie ici est comme un labyrinthe. L'eau est souvent incroyablement calme parce que les îles bloquent les houles de l'océan. Cela en fait l'un des premiers endroits pour le kayak. Vous pouvez pagayer à travers des chenaux si étroits que vous pouvez toucher les rochers des deux côtés avec votre pagaie. Et parce que l'eau est si calme, les reflets sont parfaits. Vous regardez vers le bas et vous voyez le ciel. On a l'impression de flotter dans l'espace. Mais la vraie magie ici se produit au cœur de l'été, autour de décembre et de janvier. Parce que nous sommes si loin au sud, le soleil se couche à peine. Il plonge juste vers l'horizon, glisse le long de celui-ci et remonte. Cela crée une heure dorée qui dure 4 ou 5 heures. La lumière devient rose, or et violette. Les photographes perdent la tête ici, car les ombres s'allongent et deviennent dramatiques. Mais la lumière ne s'estompe jamais complètement. La faune en profite. Vous verrez des manchots papous actifs à 2 heures du matin. C'est comme une fête de 24 heures. Ils se nourrissent, construisent des nids et se disputent avec les voisins sous le soleil de minuit. Historiquement, cette zone a été un lieu de prédilection pour les expéditions, car elle offre un abri. Les premiers explorateurs ancraient leurs navires dans ces chenaux pour se cacher de la banquise broyeuse du large. Vous pouvez parfois voir les vieilles chaînes d'ancrage rouillées dans les rochers. Le facteur, c'est quoi ce bordel? Est le cimetière d'iceberg. Il y a une baie peu profonde à proximité, où d'énormes icebergs dérivent, se coincent sur le fond et fondent lentement. Ils se transforment en formes fantastiques, arches, flèches et châteaux de glace bleue. C'est un jardin de sculptures créé par la nature, et il change chaque jour. L'eau est calme ici. Mais les prochaines îles cachent un secret sous-marin. Les gens appellent cet endroit la Venise de l'Antarctique. Les îles Melchior sont un groupe d'îles basses et enneigées qui forment une forme comme un C minuscule. À l'intérieur de cette courbe se trouve un port protégé qui ressemble à un lagon secret. Le paysage ici est d'un blanc pur. Il y a très peu de roches exposées, juste des dômes lisses de neige et des falaises de glace tombant directement dans l'eau. Cela ressemble à une illustration de fantaisie, mais le vrai secret des îles Melchior n'est pas ce qui est au-dessus de l'eau, c'est ce qui est en dessous. C'est l'un des meilleurs endroits pour la plongée polaire. Si vous êtes assez courageux pour enfiler une combinaison étanche et sauter dans l'eau glaciale, vous entrez dans un monde différent. La lumière du soleil filtre à travers les icebergs, transformant l'eau
en un bleu électrique lumineux. Et vous trouvez de la vie. Des forêts de varech massives poussent depuis le fond. S'élevant comme des vignes, cachées dans ce varech se trouvent des créatures qui ressemblent à des extraterrestres. Vous avez des nudibranches, des limaces de mer, qui sont de couleurs vives dans des oranges et des jaunes fluo. Vous avez des araignées de mer géantes de la taille d'une assiette, c'est une jungle au ralenti. Au-dessus de l'eau, les phoques utilisent les banquises plates comme lit. Vous verrez souvent des phoques crabiers, crab-eaters, faire la sieste sur la glace flottante. Ils ont des dents étranges et dentelés conçus pour filtrer le krill, pas les crabes, hors de l'eau. Ils sont le phoque le plus abondant sur Terre, mais peu de gens les voient d'aussi près. Il y a une légende selon laquelle un capitaine du 19e siècle a nommé les îles d'après les lettres de l'alphabet grec, alpha, bêta, gamma, mais a manqué de lettres parce qu'il y avait trop d'îles. C'est un endroit déroutant à naviguer. Les chenaux sont étroits et le brouillard arrive rapidement, transformant le monde entier en un vide blanc. L'eau est claire, mais la prochaine plage est couverte de monstres de 4 tonnes. Si vous voulez vous sentir petit et fragile, allez à la pointe Éléphant, Elephant Point, sur l'île Livingston. Ce n'est pas un endroit pour une promenade décontractée. C'est le domaine de l'éléphant de mer austral, Southern Elephant Seal, le plus grand phoque de la planète. Nous parlons de mâles, appelés maîtres de plage, beachmasters, qui peuvent peser jusqu'à 8000 livres. C'est plus lourd qu'une camionnette. Ils ont de gros nez charnus qui pendent sur leur bouche, ce qui les aide à amplifier leur rugissement. Et le rugissement est terrifiant. Cela sonne comme un moteur guttural qui démarre, mélangé à un gargouillis. Lorsque 2 mâles se battent pour le territoire, c'est violent. Ils se frappent la poitrine avec un bruit sourd que vous pouvez sentir dans vos pieds. Ils se mordent et se déchirent le cou. Le sang tache l'eau et le sable. C'est un match de gladiateurs et le vainqueur obtient le harem de femelles. En tant que touriste, vous devez être prudent. Ces animaux ont l'air lents et paresseux lorsqu'ils sont couchés, ressemblant à des rochers géants. Mais ils peuvent se déplacer étonnamment vite sur le sable s'ils se mettent en colère. La règle est de rester bas et de garder vos distances. Si un maître de plage vous regarde et lève la tête, vous êtes trop près. Mais il y a un côté plus doux à cet endroit. Parmi les géants qui se battent, vous verrez les chiots. Ils naissent avec une fourrure noire et de grands yeux expressifs. Ils sont incroyablement bruyants, aboyant et pleurant pour leur mère. La plage elle-même est adossée à un glacier massif et le contraste est sauvage. Vous avez cette glace ancienne et immaculée en arrière-plan, et au premier plan, vous avez des piles de graisse qui reniflent, rôtent et se battent. C'est la nature dans sa forme la plus brute et non filtrée. L'odeur est un mélange de musc et d'océan, et elle plane dans l'air longtemps après votre départ. Les géants font peur, mais la prochaine crique est pleine de voleurs hurlants. Juste à une courte distance, l'ambiance change complètement. Nous sommes à l'anse de Roy Cove, et les résidents ici sont différents. Ce sont des phoques à fourrure antarctique, Antarctic Fur Seals. Contrairement aux géants éléphants de mer, les phoques à fourrure sont plus petits, plus rapides et beaucoup plus agressifs. Historiquement, ces animaux ont été presque anéantis. Dans les années 1800, les chasseurs de phoques en ont tué des millions pour leur... Ils étaient considérés comme éteints dans de nombreuses régions. Mais l'anse de Roy est la preuve de leur rétablissement. Aujourd'hui, les plages en sont pleines. Le facteur « c'est quoi ce bordel ici ?» est leur attitude. Un phoque à fourrure n'a pas peur de vous. Si vous atterrissez sur leur plage, un jeune mâle pourrait vous charger, aboyant et montrant ses dents. Ils sont territoriaux et fougueux. Les guides doivent être souvent apporter des bâtons de marche, non pas pour les frapper, mais pour créer une barrière afin que les phoques ne mordillonnent pas vos bottes. Vous devez marcher à travers une haie pour arriver n'importe où. Le bruit est différent aussi.
Alors que les éléphants de mer gémissent, les phoques à fourrure aboient comme des chiens. Une colonie de 10 000 phoques sonne comme un chenil massif. C'est une cacophonie aiguë qui résonne sur les falaises volcaniques. Le paysage ici est de roches volcaniques accidentées. Il est sombre et pointu. Les phoques l'aiment car ils peuvent grimper. Vous les verrez perchés haut sur des corniches rocheuses, vous regardant. C'est impressionnant de voir à quel point ils sont agiles. Ils peuvent galoper sur terre plus vite que vous ne pouvez courir en équipement de neige, mais regardez attentivement l'eau. Les phoques à fourrure sont les loups de la mer. Ils chassent le krill et le poisson avec une vitesse incroyable. Voir un groupe d'entre eux, marsouinés, sauter hors de l'eau en nageant, est un spectacle spectaculaire. Ils sont de retour du bord de l'extinction et ils reprennent leur territoire avec une certaine attitude. Les phoques sont bruyants, mais notre prochaine étape est un mystère silencieux dans le désert. Nous revenons au mystère continental. Profondément dans le désert polaire, il y a des caractéristiques qui défient la logique. L'une d'elles est souvent appelée dans les anciens journaux de bord des explorateurs la source de Pologne, Poland's Spring. Probablement liée à la recherche polonaise sur les chimies extrêmes et distinctes de l'hydrologie antarctique, ou à des anomalies similaires comme les temps Dongchuan. Voici la situation. Vous êtes dans un paysage où la température est de moins 20 degrés Fahrenheit. Tout devrait être gelé solide. La roche devrait être cassante. L'eau devrait être de la glace. Mais ensuite, vous tombez sur une flaque d'eau liquide. Comment est-ce possible? Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie. Cette source est en fait un déversement d'eau hypersaline. De l'eau si salée qu'elle ne peut pas geler. Elle est riche en chlorure de calcium. Elle est huileuse au toucher. Si vous essayez de la boire, elle vous brûlerait la gorge. Cet endroit a été noté par les premières expéditions à l'époque de 1909 comme une curiosité, une illusion d'oasis d'eau douce au milieu de la salinité. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est une machine à remonter le temps. L'eau qui bouillonne ici a été piégée sous terre pendant des millénaires. Le fait étonnant est la vie trouvée ici. Vous penseriez que rien ne pourrait vivre dans de l'eau toxique, super salée et gelée. Vous auriez tort. Les scientifiques ont trouvé des microbes prospérant dans cette boue. Ils n'ont pas besoin de lumière du soleil, ils n'ont pas besoin de chaleur, ils mangent des produits chimiques. C'est pourquoi la NASA est obsédée par des endroits comme celui-ci. C'est un analogue de Mars. Mars est glacial, salé et sec. Si la vie peut survivre dans la source de Pologne, elle peut survivre sur la planète rouge. Debout ici, vous ne regardez pas une flaque d'eau, vous regardez un écosystème extraterrestre juste ici sur Terre. C'est calme, c'est bizarre. Et cela change complètement votre définition de ce que signifie habitable. L'eau est extraterrestre. Mais la prochaine baie a été la scène d'une marche légendaire. Nous nous dirigeons profondément vers le sud maintenant. La plupart des touristes restent au nord, sur la péninsule, mais la baie Marguerite Bay, est différente. C'est à l'intérieur du cercle antarctique. Le soleil ici se comporte différemment. En hiver, il disparaît pendant des semaines. En été, il ne se couche jamais. C'est un endroit d'extrême, même pour l'Antarctique. Les stars de cette scène gelée sont les manchots empereurs penguins. Vous les connaissez grâce au film. Ce sont les géants mesurant 4 pieds de haut. Ce sont les seuls animaux assez fous pour se reproduire pendant l'hiver antarctique, quand toutes les autres créatures fuient vers le nord pour échapper à l'obscurité et au froid de moins 60 degrés. Les empereurs marchent vers le sud. Ils se blottissent ensemble sur la banquise côtière dans des mêlées massives. Pour partager la chaleur corporelle. Les mâles équilibrent l'œuf sur leurs pieds, le recouvrant d'un rabat de peau chaud, se tenant là pendant des mois sans manger, attendant le retour des femelles de l'océan. C'est le test ultime de papa.
Les voir dans la nature, debout, grands et majestueux sur fond de glaciers violets, est presque spirituel. Mais cette baie est également célèbre pour un quasi-accident. En 1909, Ernest Shackleton est arrivé à 97 miles du pôle Sud, mais il a dû faire demi-tour près d'ici. Il a pris la décision la plus difficile de l'histoire. Mieux vaut un âne vivant qu'un lion mort. Il a choisi de sauver ses hommes plutôt que de revendiquer la gloire. La baie est un rappel de cette limite. La glace ici est épaisse et tenace. Les navires restent souvent coincés. Vous pouvez entendre la coque métallique grincer et crisser alors qu'elle essaie de pousser à travers le trottoir blanc. C'est un son qui vous rappelle que vous n'êtes pas aux commandes. Ici, c'est la glace. Les empereurs règnent sur la glace. Mais le prochain détroit est un labyrinthe de châteaux flottants. Si vous voulez ressentir la véritable échelle de l'Antarctique, vous devez sortir du grand navire et monter dans un petit bateau dans le détroit de Penola, Penola Strait. Ce chenal est souvent appelé le cimetière d'iceberg. Pourquoi? Parce que les courants y entraînent d'énormes icebergs et ils s'échouent. Ils se retrouvent coincés. Et ensuite, le vent et l'eau les sculptent en forme folle. Vous verrez des arches, des tours et des grottes faites de glace bleue. Certains d'entre eux ont la taille de pâtés de maison. Lorsque vous pagayez en kayak à côté de l'un de ces géants, votre cœur s'emballe. Vous savez qu'à tout moment, l'iceberg pourrait se retourner. À mesure qu'ils fondent, leur centre de gravité se déplace. Si un bloc de glace d'1 million de tonnes se retourne, il crée une vague qui peut vous submerger. Vous devez garder vos distances, généralement 2 fois la hauteur du berg. L'eau ici est souvent d'un calme plat. Le reflet est parfait. Vous regardez vers le bas et vous pouvez voir le fond de l'iceberg s'estomper dans les profondeurs noires. C'est étrange. Le nom vient du navire Penola, utilisé par l'expédition britannique de la Terre de Graham dans les années 1930. Ces gars-là ont cartographié cette côte de la manière difficile, en utilisant des avions et des chiens. Aujourd'hui, c'est un itinéraire panoramique. Vous pourriez voir un phoque léopard patrouiller le bord de la glace à la recherche d'une collation de manchots. Ils ont des têtes comme des reptiles et un sourire qui semble sinistre. Pour le dire légèrement, cet endroit est magnifique mais tendu. Vous flottez à travers une galerie de sculptures où l'art peut vous écraser. La glace est statique ici, mais le prochain chenal est une soufflerie. Imaginez conduire un navire massif dans une impasse pour ne réaliser à la dernière seconde qu'il y a un virage caché. C'est le chenal Neumayer, Neumayer-Chanel. Il a la forme d'une lettre S géante. De loin, il ressemble à un mur solide de montagne. Vous pensez qu'il n'y a pas de passage. Mais à mesure que vous vous rapprochez, le passage caché s'ouvre. Les falaises ici s'élèvent presque à la verticale de l'eau, s'élevant jusqu'à 3000 pieds. Elles sont couvertes de glaciers suspendus.
qui ressemblent à des cascades gelées. En raison de la forme et des hautes parois, ce chenal agit comme un entonnoir pour le vent. Les vents catabatiques, air froid et lourd tombant du haut plateau, s'y engouffrent comme un moteur à réaction. Vous pouvez être debout sur le pont, dans l'air calme, et 5 minutes plus tard, vous êtes soufflé par des rafales de 60 miles par heure qui vous gèlent le visage instantanément. C'est une promenade à sensations fortes pour le capitaine. Ils doivent faire des virages serrés dans un navire qui n'aime pas tourner rapidement, tout en esquivant la glace. Mais la faune adore les courants ici. Vous verrez souvent des orques, baleines tueuses, naviguer dans le chenal. Ce sont les loups de l'océan. Ils recherchent des phoques se reposant sur les banquises. Parfois, s'ils travaillent ensemble pour créer une vague pour laver le phoque de la glace et le faire tomber dans l'eau, c'est une démonstration brutale d'intelligence. Naviguer dans le chenal Neumayer donne l'impression de se faufiler par la porte de derrière du continent. C'est sombre, ombragé et magnifique. Le chenal est étroit, mais nous terminons dans la plus grande nature sauvage de toutes. C'est ça, la fin de la ligne. La mer de Ross, Ross Sea, est souvent appelée le dernier océan, car c'est l'écosystème marin le plus immaculé et intact qui reste sur Terre. Elle est située de l'autre côté du continent par rapport à l'endroit où vont la plupart des touristes. C'est la maison des monstres. Profondément dans ses eaux vit le calmar colossal, Colossal Squid. Nous parlons d'une créature avec des yeux de la taille d'assiette et des crochets sur ses tentacules, pesant plus de 1000 livres. Ils se battent avec des cachalots dans les profondeurs sombres. C'est une véritable histoire de monstres marins. Mais la surface est tout aussi sauvage. La barrière de Ross, Ross Ice Shelf, à la taille de la France. C'est une plaque de glace flottante de 600 pieds d'épaisseur. Lorsque vous naviguez jusqu'au bord, ce n'est qu'un mur blanc plat et infini s'étendant jusqu'à l'horizon. C'est là que les premiers explorateurs comme Scott et Shackleton ont établi leur camp de base. Vous pouvez toujours visiter leurs cabanes en bois. Elles sont figées dans le temps, avec des biscuits et des chaussettes encore sur les étagères depuis 1911. La biologie ici est en pleine explosion. En été, l'eau devient verte de plancton qui nourrit le krill, qui nourrit tout le reste. Vous avez des millions de manchots, adélie, de baleines, de minke et d'orques au même endroit. En 2016, le monde a accepté d'en faire une zone marine protégée, la plus grande de l'histoire. C'est une zone sans pêche. Arriver ici est une odyssée. Cela prend des semaines de navigation à travers les mers les plus agitées de la planète. Mais la récompense est de voir l'Antarctique exactement comme les premiers héros l'ont vu, brut, immense et grouillant de vie. L'océan est vivant, vibrant de courants et de créatures, mais notre dernier endroit détient quelque chose de tout à fait différent. Il détient l'eau la plus claire de la planète et profondément dans cette clarté. Il garde l'épave la plus célèbre de l'histoire. Nous terminons notre voyage dans la mer de Weddell, Weddell Sea. Ce n'est pas juste une autre étendue d'eau. Cet endroit a une réputation qui effraie même les marins les plus endurcis. Les historiens et les explorateurs l'ont appelée la région la plus traîtresse et la plus sombre de la Terre. Mais pourquoi? Ce n'est pas seulement le froid, c'est parce que cette mer est un piège. Elle veut vous y garder. Les courants océaniques ici fonctionnent différemment de partout ailleurs. Ils créent un gir massif, un vortex géant et tourbillonnant qui agit comme une prison. Ils tassent la glace de mer fermement contre la côte, créant un mur qu'il est presque impossible de franchir. C'est l'endroit exact où le légendaire navire d'Ernest Shackleton, l'Endurance, a trouvé son destin en 1915. Imaginez le bruit de cette glace. Elle n'a pas seulement entouré le navire, elle l'a écrasé.
La pression de la banquise a brisé le bois lourd comme une allumette. Pendant plus d'un siècle, l'Endurance est restée perdue au fond, cachée dans l'obscurité, créant l'un des plus grands mystères de la mer. Mais en 2022, le mystère a été résolu. Ils l'ont trouvé. Il était assis à 10 000 pieds de profondeur, se tenant droit et fier dans l'obscurité glaciale. Ce qui a choqué le monde n'est pas seulement le fait qu'il l'ait retrouvé, mais son apparence. Il est parfaitement conservé. Dans des eaux plus chaudes, les vers xylophages auraient dévoré le navire il y a des décennies. Mais la mer de Weddell est trop froide pour eux. Le navire a l'air d'avoir coulé hier. Vous pouvez toujours lire clairement le nom Endurance, arqué à travers la poupe. C'est le fantôme sous-marin ultime, une capsule temporelle figée pour toujours en 1915. Mais la mer de Weddell n'est pas seulement un cimetière. Elle possède une beauté secrète et terrifiante. L'eau y est largement considérée comme la plus claire de tous les océans sur Terre. Dans la plupart des mers, vous ne pouvez pas voir très loin. Ici, les scientifiques ont mesuré une visibilité allant jusqu'à 260 pieds. Pour mettre cela en perspective, c'est comme regarder à travers de l'eau distillée. La clarté est si extrême qu'elle crée une sensation de vertige. Si vous vous penchiez sur le côté d'un bateau et laissiez tomber une pièce, vous pourriez la regarder couler pendant des minutes, tournant de plus en plus profondément dans l'abîme bleu jusqu'à ce qu'elle disparaisse. C'est fascinant, mais c'est aussi un rappel de la profondeur et du vide réel de l'eau. Cette région est également le lieu de naissance des géants, les icebergs tabulaires. C'est là que des morceaux massifs de la calotte glaciaire antarctique se fracturent et se détachent. Nous ne parlons pas des icebergs déchiquetés et pointus que vous voyez dans les films. Nous parlons d'icebergs de la taille d'île, parfaitement plats sur le dessus comme une table. Naviguer à travers eux est connu sous le nom d'allée des icebergs, Iceberg Alley. Cela ressemble moins à naviguer sur l'océan qu'à se déplacer dans une ville de gratte-ciel blanc. Ces blocs de glace flottants peuvent faire des miles de long, dominant les navires, brillant d'une teinte bleue électrique là où l'eau touche la glace. C'est une métropole silencieuse et gelée. La mer de Weddell prouve que l'Antarctique est un paradoxe massif. C'est un endroit qui détruit les navires et tue les humains non préparés avec une efficacité brutale, tout en préservant l'histoire avec une perfection délicate. C'est hostile, interdit et dangereux. Mais c'est aussi fragile et incroyablement clair. C'est l'endroit le plus extraterrestre que vous puissiez visiter sans monter à bord d'une fusée. Alors maintenant, vous connaissez les secrets de la glace. Mais voici la question à laquelle personne ne veut répondre. La glace fond, révélant du pétrole et des ressources d'une valeur de 1000 milliards. Devrions-nous forer l'Antarctique pour sauver l'économie? Ou interdire les humains pour toujours pour sauver la planète? Aimez, abonnez-vous et commentez, forer ou sauver ci-dessous.